Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un plaisir exquis pour moi de vous retrouver dans cette émission, le Club de l'Actu, qui vous permet donc de revenir sur l'actu majeure de la semaine. Au menu ce soir, un seul sujet, une grosse actualité. C'est décidé, c'est officiel, les Guinéens pourraient se rendre aux urnes le 11 octobre 2015. C'est en tout cas l'annonce officielle qui a été faite cette semaine par la CENI, la Commission électorale nationale et indépendante. Une annonce pour le moins assez controversée sur l'échiquier politique guinéen. L'opposition n'y va pas de même morte, elle n'est pas du tout d'accord avec ce chronogramme. Comment la CENI y est-elle parvenue, est-elle donc arrivée à ce chronogramme? Peut-on parler d'inversion de l'ordre des élections? Autant de questions que nous allons essayer de répondre, auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette émission. Faut-il craindre une implosion politique avec ce chronogramme que d'aucuns appellent déjà chronogramme de la discorde? Autant de questions donc que nous allons nous poser dans cette émission. Pour faire le débat, nous recevons pour vous ce soir, amis téléspectateurs, Monsieur Amadou Salif Kébé. Il est directeur du département juridique de la CENI, donc de la Commission électorale nationale indépendante. Il est notre invité. Mohamed Lamine Mouniouma Sissé, donc journaliste du côté de Djigé FM, il est sur ce plateau. Lamine, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir. Également sur ce plateau, Moussa Tatakourou Diawara, un bonnet donc du foot ce soir. Moussa Tatakourou Diawara, il est journaliste au site d'information générale mosaicguinée.com. Tatakourou Diawara, bonsoir. Bonsoir. Également sur ce plateau, l'autre animateur de l'émission, le co-animateur donc de cette émission, Mohamed Mara, journaliste à Espace FM. Mara, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kébé, bonne arrivée. Bonsoir. Pour commencer, ce coup de gueule, vous nous apprenez, invasion des mines et carrières de la Haute-Guinée par des ressortissants du Burkina Faso. Oui, et il faut quand même dire ça à Boubacar, et ça fait longtemps, plus de 2 ou 3 ans comme ça, que la préfecture de Siguiri est envahie par les ressortissants de Burkina, et qu'on appelle communément les Mossi, qui sont dans nos mines d'or là-bas, qui font tout, l'exploitation minière illégale et la déforestation totale, parce que vous n'êtes pas sans savoir. Ils ne sont pas les seuls à le faire quand même. Oui, mais ce n'est pas de la même manière. Ils ont une manière propre à eux. Mais puisque vous parlez d'exploitation illégale. Oui, mais ils le font avec non, mais c'est propre quand même à la population guinéenne. Pas du tout. Non, je vous dis. Pas du tout. Non, mais si on va sous l'angle de la légalité. Moi, non. Je parle sous le contrôle de Mohamed Mara, qui est quand même. Alors justement, si nous parlons sous l'angle de la légalité, il n'y a pas que une activité illégale. Attention, je ne suis pas d'accord dans la mesure que ces terres que vous considérez aujourd'hui que c'est exploité illégalement appartiennent à nos grands-parents. Ah oui. Écoutez-moi, nous avons nos frères. Ça leur donne le droit. Oui, oui. Mais c'est pour nous. Nous sommes le peuple, nous ne sommes pas hors du peuple. Au moins quand même Aboubacar. Nous avons nos parents, écoutez, nous avons nos parents qui ont pris des machines détecteurs d'or ici, qui ont quitté les frontières, qui ont traversé les frontières, qui sont partis vers le Burkina. On sait quel a été leur sort. À l'heure où je vous parle, aujourd'hui. Du côté du Ghana aussi. Du côté du Ghana, il y a 78 jeunes de Sigiri qui sont détenus là-bas à Tamale, dans les prisons de Tamale et de Takouradi, par rapport à l'exploitation et à l'utilisation des machines détectrices d'or sur le sol ghanéen. Pourquoi? Parce que c'est leur terre. Vous réclamez le même sort pour les Burkinabés? Pourquoi pas? Non. Et d'ailleurs, non. Écoutez-moi, Boubacar. Ce qui se passe aujourd'hui à Sigiri, c'est très grave. Ces gens, ils sont dans la brousse. Ils sont en train de créer des hameaux propres à eux là-bas. Ils viennent rarement dans les villages. Donc vous craignez pour le couvert végétal? Voilà. Actuellement, ils peuvent creuser des puits jusqu'à... Ils vont faire descendre des bois dedans jusqu'à plus de 2000 bois dans un puits, pour renforcer la terre jusqu'à un nouveau, et je ne sais pas comment on appelle ça en termes miniers, j'ai ignoré le terme. Ils vont faire un cercle du bout jusqu'au fond. À partir de là, c'est les bois qui sont coupés. Il y a des gens maintenant qui viennent à Conakry ici, qui achètent des tronçonneurs, oui, des machines tronçonneuses. Voilà, qui viennent à Sigiri là-bas, et aussi leur travail, ils n'ont pas d'autre travail. D'autres ont cherché des bennes. Des bennes aujourd'hui, pour faire quoi? Pour transporter des bois coupés par ces gens-là et transporter dans les mines d'or. Conséquence, la déforestation. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles très dangereuses du côté de l'Hérault, où aujourd'hui, un village qui ne fait pas au moins 1000 habitants, qui a plus de 2000 Burkinabés qui sont là-bas dans les brousses. Pourquoi? Et moi, j'ai pris l'angle. Non, mais sous l'angle environnemental, je peux bien vous comprendre, mais vous n'êtes pas quand même xénophobe, vous n'allez pas détester quand même les Burkinabés sur le sol guinéen. Mais Aboubacar, moi j'ai été au Ghana. Je connais la région
ghanéenne où on exploite de l'or. Nous avons nos parents qui ont quitté la Haute-Guinée, qui sont là-bas, dans le même but, qui sont confrontés à beaucoup de problèmes là-bas, dans les régions ghanéennes où il y a l'or et du diamant. Je comprends, mais oui, mais pas parce que la Guinée ne sont pas sont arrêtés, sont détenus au bonté Ghana. cette bonté-là existe en Guinée seulement. Voilà, c'est ça. Allez-y, Lamine Monima. Oui, c'est un xénophobe, hein? Oui. Je sens qu'il est révolté par ce qui se passe dans son village. Et Lamine aussi est dans sa localité. Oui, je suis de Sigiri. Oui. C'est révoltant, certes, mais on ne doit pas s'en prendre au Burkinabé. Pas du tout. Au nom de l'intégration, on est obligé de les accepter. Cette intégration n'existe qu'en Guinée. Permettez-moi aussi de nous écouter. Non, même souffrez aussi d'écouter les autres. C'est un débat. Souffrez d'écouter les autres. Allez-y, Lamine Monima. Je dis bien, je réitère, au nom de l'intégration, on est obligé d'accepter nos frères burkinabés et d'autres. La Guinée est un grand pays hospitalier. Et d'autres sur notre terre. Nous avons montré ça. Si il y a une exploitation sauvage des mines de notre pays, la faute c'est pas au Burkinabé. Les Burkinabés sont venus chercher de l'argent, sont venus chercher de l'or. Alors c'est aux Guinéens, aux autorités guinéennes de réguler cela, de réguler le travail des mines. Mais si cela n'est pas fait, c'est au détriment des Guinéens, mais on ne peut pas s'en vouloir au Burkinabé. Et donc, je voudrais dire que ce qui se passe en Haute-Guinée, c'est très dangereux. Et on a tiré sur la sonnette d'alarme. C'est qu'ils ne sont pas seulement les Burkinabés, ils ne sont pas les seuls à dégrader, à contribuer à dégrader par leurs activités le couvert végétal. Le champion de la dégradation, les champions de la dégradation, c'est nous qui sommes nombreux, c'est nous qui avons initié, c'est nous qui découvrons les nouvelles localités, les nouveaux sites, c'est nous qui les découvrons, c'est nous qui les mettons à la disposition des autres. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a une nouvelle localité propice à l'exploitation minière, c'est le chef de village qui donne son accord et l'exploitation est tout de suite faite, l'exploitation artisanale. Alors, je voudrais vous dire ce qui se passe en Haute-Guinée. C'est extraordinaire. On a tiré sur la sonnette d'alarme depuis le début d'ailleurs de la découverte des machines détectrices d'or. On l'a dit qu'il y a une dépravation. Il y a ce qu'on appelle les enfants sont détournés de l'école. On l'avait dit, il y a des écoles qui ont fermé parce que des enseignants, il n'y avait pas d'enseignants. Ces enseignants ont préféré aller. C'est le cas dans le village Tonson, je vous appuie, où il n'y a qu'un seul instituteur et qui tient 6 promotions. Et malheureusement, on n'a pas tenu compte de ces facteurs. Et aujourd'hui, c'est l'aspect environnement, c'est l'environnement qui est menacé. Et d'ailleurs, si vous constatez, si vous partez en Haute-Guinée, les nids de fleuves sont remplis de... Sont ensablés. Oui, c'est vrai, moi j'étais récemment du côté de Kankan, j'ai traversé le fleuve. À la longue, on a parlé de navigation, de fleuves navigables lors de la dernière session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement ici dans notre pays. On a cette ambition, elle est noble, mais ce n'est pas une réalité. Moi, je ne sais pas comment c'est possible. Quand vous partez le Niger qui prend sa source en Guinée et au niveau de Sigiri, de Djilbakoro, mais ça tend à une disparition. Et c'est extrêmement grave. Il faudrait que le gouvernement trouve une solution à tout ça. Bien, moi, j'aimerais quand même rappeler quelques principes. C'est que nous sommes dans un espace, d'accord, qu'on appelle CEDEAO. Et quand même, la Guinée a adhéré à des conventions et à des traités internationaux. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous débiner. Notre constitution d'ailleurs, dans son préambule, affirme justement que ces traités et conventions ont valeur, d'accord, ont une valeur supérieure à notre propre constitution. Donc attention, or dans l'aspect CEDEAO, c'est quoi la règle d'or? C'est la libre circulation des personnes et des biens. D'accord? Donc, nous ne pouvons pas fermer nos frontières parce que simplement d'autres viennent. Attendez, souffrez aussi de m'écouter. Oui. Nous ne pouvons pas aujourd'hui interdire à d'autres communautés, à d'autres ressortissants de notre communauté ouest-africaine de venir chez nous. Maintenant, ce qu'il faut faire, et là, Lamine l'a très bien dit, c'est à l'État justement de réguler aujourd'hui tout le secteur aurifère. Écoutez, là nous parlons de l'exploitation illégale des mines artisanales. Mais ne l'oublions pas, même les sociétés industrielles qui sont installées en Haute-Guinée aujourd'hui, qui exploitent l'or, on le sait pour la plupart du temps, combien parmi elles en réalité publient exactement ce qu'ils sont en train d'extraire. Ce sont notre débat. De plus en plus de petits avions qui quittent la zone de Sigiri, qui n'atterrissent jamais à Conakry, qui s'en vont directement au Nigeria, plutôt au Ghana, avant de rejoindre l'Afrique du Sud. C'est un phénomène que les villageois observent, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe avec l'État? Donc, à mon avis, le vrai fautif dans cette affaire, c'est l'État. Maintenant, de l'autre côté, il faut aussi comprendre. Parce que moi, j'ai fait un reportage sur Tonson il y a encore quelques mois de cela.
là, il y a un phénomène curieux. C'est quoi? C'est que ce sont les populations elles-mêmes qui font appel à ces Burkinabés. Pourquoi? Parce que les Burkinabés semblent avoir une technique, une certaine expertise. Une certaine expertise dans la construction des galeries. Justement, parce que dans la région de Tonso, où il y avait régulièrement des éboulements et des morts d'hommes, depuis qu'ils ont commencé à construire justement ces galeries-là, ben, il n'y a plus d'éboulements. Et quand vous voyez les images, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, vous avez parfaitement raison, il faut le réguler parce que déjà, la Haute-Guinée, c'est une région de savane. Avant, on disait que c'était une savane, je ne sais pas, herbeuse ou arborée, mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'arbres. Ah oui. C'est cela la vérité. C'est étonnant. Donc, les fleuves sans sable, mais l'ensablement du fleuve ne dépend pas simplement que de l'exploitation des mines d'or, mais on le sait, il y a aussi le phénomène de ces fabricants de briques. Absolument. Également, qui aujourd'hui sont en train de détruire complètement le lit, que ce soit du Milo, du Niger ou même du Tinkiso. Donc, ce sont des réalités, mais à mon avis, il faut réguler purement et simplement le secteur, dans la mesure où en Guinée, il y a une interdiction qui pèse depuis des années. Pendant la période, l'été, les mines doivent fermer. Mais à quoi assistons ? Est-ce que cette mesure, pour autant, a dissuadé les jeunes, justement, à aller dans ces mines-là? On le sait, la plupart du temps, ces jeunes préfèrent se rabattre sur les mines que d'aller à l'école. Donc, le problème, il est entier. Il faudrait que les communautés, à l'origine même, s'asseyent avec le concours des ressortissants intellectuels de ces régions-là pour les conscientiser, les sensibiliser et que les décisions d'abord viennent de la base. À partir de là, toutes les mesures qui viennent de là-haut pourront facilement passer. Mais c'est à l'État, à mon avis, l'État est le principal responsable de ce qui est en train de se passer. Je n'indexe pas le Burkinabé, je n'indexe pas le Malien dans cette affaire, je n'indexe personne. Ce sont des Africains comme moi qui vivent chez moi, qui cherchent l'or et qui commettent les mêmes délits que les Guinéens qui se trouvent sur ce territoire. Oui, mais voilà qui est bien dit. Voilà qui est bien dit, Moussa Diawara. Si tu permets, on va passer donc à notre invité. On va revenir donc largement dans cette émission sur cette grosse actualité. La CENI qui a décidé donc de fixer l'élection, le premier tour de l'élection présidentielle au 11 octobre 2015. Une élection à l'occasion de laquelle l'actuel locataire du palais Sékou-Touré va remettre donc en jeu son mandat donc pour un second mandat, le président Alpha Condé. Donc nous avons sur ce plateau monsieur Amadou Salif Kébé, il est directeur du département juridique de la CENI. Il est notre invité. Bonsoir monsieur Kébé. Bonsoir. Donc vous étiez du côté de Kindia, vous êtes arrivé finalement à publier un chronogramme qui place les élections présidentielles avant les élections communales. Ça a beaucoup zasé sur l'échiquier politique guinéen. Expliquez-nous comment vous êtes arrivé, comment vous êtes parvenu à ces chronogrammes. Bien, je vous remercie, monsieur. Avant d'en arriver là, j'aimerais dire d'abord qu'on a une méthode de décision au niveau de la CENI. Expliquez-nous. La plénière est l'organe suprême de la CENI. Cette plénière qui regroupe l'ensemble des commissaires, les 25 commissaires ou tous les commissaires présents. C'est cette plénière qui décide en dernier ressort de ce que la CENI doit décider. Comment nous arrivons à décider de cette question? Nous travaillons en commission, souvent avec des experts, souvent avec des cadres guinéens dans des ministères, tels que le ministère de l'administration du territoire. Chacun dans son domaine, chaque expertise se prononce sur un certain nombre de situations. Cette situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit politique, qu'elle soit technique, parce que nous sommes dans un domaine très, très, très technique. Souvent, le commun des mortels a l'impression que nous allons nous retrouver pour lever le doigt, choisir quand est-ce qu'il faut voter. Non. Nous ne procédons pas ainsi. Avant d'arriver à la décision de la plénière, il y a des commissions qui travaillent à fond, des expertises qui s'expriment, à la suite de quoi nous arrivons devant la plénière, nous rendons la quintessence de nos résultats. À partir de là, chaque commissaire se prononce pour ou contre telle position, telle position. Alors, cette fameuse commission qui a travaillé sur l'élaboration de ce chronogramme et comment elle a mené ce travail,
dans quel climat tout cela s'est déroulé du côté des Kenya? Bien. Cette commission qui a siégé, qui a été choisie par la plénière de la CENI, était présidée par M. Etienne Tshisekedi. Comme membre, nous avions M. Pategeng, Madame Kabara Djenabou Touré. Oui. Nous avons, il y avait moi-même, il y avait, j'en oublie. Absolument. Donc nous étions 6 ou 7. La commission a travaillé pendant 2 jours et 2 nuits. C'est pourquoi la fameuse plénière de 3 h du matin, on en a parlé, parce qu'on a fini très tard, n'ayant pas de solution pour une certaine phase de notre travail, nous avons reporté la question à la souveraine qui devait décider. Voilà comment ça se passe. Non, mais c'est important. C'est important avant de progresser. Les autres confrères vont poser des questions, mais c'est important de revenir sur le travail qui a été fait par cette commission. J'ai posé la question dans quel climat et quels étaient les points de discorde. Est-ce que tout le monde parlait du même langage? J'en arrivais. Nous sommes repartis le travail avec à la facilitation un expert en la matière, M. Gilbert Eloko. Nous sommes repartis le travail. Il s'est dit ceci, parce que le travail consistait à mettre toutes les activités à réaliser avant d'aboutir à une élection, qu'elle soit communale, qu'elle soit présidentielle. Donc ces activités-là ont été déroulées par élection et par urgence, par nécessité. Donc nous nous sommes choisis l'élection présidentielle, qui est, il faut le dire entre griffes, l'élection la plus réglementée dans nos textes de loi. Nous avons choisi l'élection présidentielle. Nous avons déroulé, comme on le dit dans notre langage, toutes les activités l'une après l'autre. Nous avons abouti à un chronogramme. Nous avons pris les élections communales. En réalité, le problème communal, c'est une appellation générique. En fait, c'est les élections locales. Parce que personne ne peut vous dire, dans l'état actuel de nos textes, qu'elle peut réaliser les élections communales sans réaliser les élections régionales. La loi oblige la CENI à organiser les élections régionales 30 jours après l'élection communale. Donc, c'est les élections locales. Nous avons commencé à dérouler les activités. Nous nous sommes trouvés confrontés à une situation. Si vous déroulez l'élection présidentielle, les activités inhérentes à l'organisation de l'élection présidentielle jusqu'au bout, vous vous retrouvez entre le 25 et le 30 août, alors que le deadline fixé par la loi se situe au 21 octobre. Entre le 25 ou le 30 août et le 21 octobre, il n'y a aucune place où on peut placer l'élection communale. Je vous le dis, ce n'est pas un exercice facile. On en a discuté pendant des jours et des nuits. On n'a pas trouvé de solution. C'est pratique. Si le temps m'était donné, je vous aurais déroulé toutes les activités. Allez-y. Oui, ce qui me paraît, moi, à mon avis, un peu paradoxal, c'est de voir la CENI parvenir à un vote en plénière. Et parce qu'on a vu par le passé la CENI tomber d'accord sur tous les commissaires de la CENI par rapport au choix de l'opérateur, par rapport à beaucoup d'autres choses, à mon avis, qui étaient très, très difficiles à l'époque. Il était inimaginable que la CENI puisse s'accorder sur l'essentiel. Alors, comment peut-on expliquer que la CENI ne soit pas d'accord avec tout ce que vous avez décliné? Il y a eu des commissions de travail. Ces commissions, c'était pour voir l'évidence de la nécessité d'organiser les communales avant la présidentielle avant les communales, avec tous les travaux préliminaires qui ont été faits. Mais malheureusement, vous n'êtes pas tombé d'accord sur il a fallu passer par le vote. Voilà, sur la préscience. Oui, mais monsieur, c'est un instrument légal que la loi nous donne
pour trancher en dernier ressort. La loi de la majorité. La loi de la majorité, c'est la démocratie. Mais la loi également nous dit qu'à défaut de consensus, nous procédons par vote. Mais n'oubliez pas une chose, ce n'est pas un vote politique, c'est un vote technique. Il peut s'avérer que deux experts ne soient pas d'accord, chacun fait valoir ses preuves, ses argumentaires là-dessus, et au finish, on procède à leur séparation par l'adhésion de la plus grande majorité des commissaires. Nous en sommes arrivés là parce que c'était une question maintenant d'avis technique. Nous ne pouvons pas nous séparer sur la question, ou nous entendre sur la question. Il a fallu faire un tour de table pour que chacun se prononce pour pouvoir dégager une majorité. Et quels ont été les rapports entre le oui et le non? Le non, ils étaient 5 commissaires à dire non. Principalement des commissaires issus des rangs de l'opposition. Ça, je ne sais pas. Je ne peux plus dénombrer qui est de l'opposition, qui est de la droite. Oui, j'ai dit issus. Je ne sais pas. Issus des rangs de l'opposition. Je ne calcule pas comme ça, je suis désolé. Oui, parce qu'après, on a vu dans les communications des uns et des autres... 5 commissaires se sont détachés pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Et ils étaient prêts à le prouver techniquement. 2 se sont dit qu'ils préfèrent discuter jusqu'au mois de décembre, mais ils veulent trouver un consensus. Donc, ils ne se prononcent pas là-dessus. 15 se sont dit, passons par les présidentielles, qui est un impératif constitutionnel. Ensuite, on verra pour mais là, écoutez, là n'est pas aujourd'hui la vraie question pour la grande majorité, en tout cas de la classe politique, mais aussi de la population. Dans la journée même de vendredi, 2 des commissaires, quand même, notamment Adiabi et Adiafafa, étaient devant la presse. Elles ont dénoncé, d'après elles, en réalité, ce qui s'est passé. C'est que ce vote-là, en réalité, n'était que du maquillage pour cacher le fait que les ordres de ce chronogramme-là sont venus d'ailleurs. En fait, que ce sont des ordres politiques. Or, vous parlez d'un vote technique, mais est-ce qu'en réalité, le pouvoir, quand même, de Conakry n'est pas derrière ce chronogramme? Parce que le parti au pouvoir n'a pas cessé de le réclamer. Oui, parce que pour enchérir Mohamed Est-ce que vous n'avez pas été influencé? Le président Alpha Condé, de passage à Paris, était le premier à dire que l'élection présidentielle se tiendra en octobre, ce qui est tout à fait normal parce que tenant compte du délai constitutionnel. Mais, et selon nos informations, le président de la CENI s'est rendu à Kindia avec toute une armada de juristes pour faire valoir donc la question de la primauté de l'élection présidentielle sur les élections locales. Que répondez-vous? Je vous dirais que l'armada de juristes, c'était moi et mon département. C'est vrai. Il était là avec des juristes, mais c'était Maître Kébé et son département juridique. L'ordre n'est pas venu de ses côtés. Je ne peux pas me prononcer sur ces questions. Mais allons-y quand même, monsieur Kébé. Allons-y. Moi, je voudrais qu'on revienne sur l'aspect technique. Voilà. C'est ce qui a été brandi par la CENI. Il y a eu une élection, un vote. Une majorité s'est dégagée. Vous me rétorquez qu'il y a eu de la manipulation pour obtenir la majorité. Je suis désolé, je n'ai pas été manipulé, je ne sais pas. Mais vous êtes conscient, monsieur Kébé, que c'est vrai qu'il y a eu un vote technique, mais que l'expression porte sur un objet qui est politique, éminemment politique, c'est-à-dire les élections. On ne peut pas séparer quand même les deux. Bien sûr, même la CENI, qui est technique, mais dont l'objet est politique. Voilà. Nous travaillons dans le domaine politique, mais notre fait, nous ne participons pas aux événements politiques. Alors vous êtes, je crois, avocat à l'origine, mais on sait quand même que la très grande partie, justement la grande majorité de ces commissaires-là sont en fait issus de partis politiques. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que ces partis politiques n'ont pas influé sur cette décision? Écoutez. Est-ce que vous pouvez nous garantir cela? Je n'ai pas à garantir, je n'ai pas à vous dire, je vous dis très simplement et très sincèrement, je ne le sais pas. Peut-être, monsieur le président et ses techniciens ont abouti à un calcul très simple, qui a sorti le mois d'octobre. Je ne le sais pas, je ne suis pas dans le secret des palais. Je suis désolé. Oui, vous n'avez pas travaillé sous pression à Kindia? Je suis tranché là-dessus, aucune pression.
ni ceux de l'opposition, ni ceux de la mouvance. Bien, allez-y. Oui, moi je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu sur l'aspect technique que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous dites techniquement, la CENI a dit, la CENI s'est fondée sur l'aspect technique pour fixer la préséance ainsi, la présidentielle avant les communales. Et on a écouté, le rappelait tout à l'heure, la conférence de presse des frondeurs de la CENI, qui disait que tout le travail technique a été fait à 80%, et que Kindia ne devait être que la fin, c'est-à-dire que la fin d'un travail qui a été initié ici. Parce que l'opérateur qui a été recruté, l'opérateur malien qui a été recruté dans le but d'organiser les élections communales, d'après les frondeurs. Oui, d'après les frondeurs. Alors, techniquement, qu'est-ce qui restait, qu'est-ce qui devait être fait? Je ne confirme pas. Ouais. Qu'est-ce qui devait être fait techniquement? Dites-nous, parlez-nous techniquement. Qu'est-ce qui devait être fait techniquement? Oui. Pourquoi le choix de l'opérateur malien? À quelle fin cet opérateur avait été choisi? Au sortir des législatives, il a été reproché beaucoup de choses à la CENI, notamment sur le fichier électoral. Les anomalies. Les anomalies. Il y en avait de partout. On a pris ça sur nous. Effectivement, certains dépendaient de la CENI, d'autres dépendaient plutôt d'autres situations, mais il fallait les corriger. Nous avons recruté un technicien, un expert malien, pour venir nous aider à implémenter ces corrections dans le fichier, sans changer quoi que ce soit. Mais de là à dire que nous étions fixés comme objectif l'organisation des élections communales, il y a une mer. Ça n'a rien à voir. Mais je peux vous dire qu'il avait été prévu par la plénière de la CENI qu'après l'élection législative, moins de 6 mois, nous devons organiser les élections communales, les élections locales. J'ai eu l'honneur de présider la commission technique chargée du toilettage des textes de loi qui devaient nous conduire vers l'élection communale. Et pourquoi elles n'ont pas eu lieu? Elles n'ont pas eu lieu à cette date? À ce que je sache, pour 2 raisons. La première des raisons, qui est d'ordre financier, a été posée par la CENI pour obtenir un budget pour l'organisation de l'élection. Ce que nous n'avons pas eu. La deuxième raison, c'est une raison qui est un peu un foisonnement. Si je prends sur le plan juridique, sur le plan du cadre légal, le cadre légal des élections communales n'est pas parfait. Nous allions vers l'aléatoire. Le cadre juridique pour organiser l'élection communale, à ce jour, n'est pas parfait. Je vous donne un simple exemple. Pour le recensement des votes dans chaque circonscription électorale, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la circonscription électorale au présidentiel, c'est le territoire national. La circonscription en matière communale, c'est la commune urbaine. Pour chaque circonscription, il nous faut une commission administrative de centralisation des votes. La loi nous dit que cette commission doit être présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Pour les présidentielles, on n'a besoin que de 38 magistrats. Pour les communales, on a besoin de 347 magistrats. La Guinée n'a pas 347 magistrats dans l'ordre judiciaire. Je ne m'évertuerai pas de vous poser la question, mais ça se conclut tout seul. Alors, ça veut dire que même en 2016, on ne pourra pas, si on va... On a une session de loi. C'est utopique alors de penser... Aléatoire. Très, très aléatoire. Moi, je dirais utopique. Je vais vous dire une chose. Les responsables de notre pays, les dirigeants, les partis politiques et autres, ils refusent de prendre leurs responsabilités et ils regardent ailleurs. On nous parle CENI. On dit non, la CENI est ceci. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, je suis venu à la CENI pendant que la CENI était décriée. Et ça fait 4 ans que je suis là. Au lieu de travailler sur ces textes de loi, au lieu de faire un canevas pour les élections,
récemment à l'Assemblée nationale, et un projet de loi a été introduit pour toiletter le code électoral et la loi sur la CENI. Ça n'a jamais abouti. Pas du tout. Parce que Oui, parce que simplement la majorité présidentielle, elle, n'a même pas voulu que cette proposition de loi-là soit inscrite, justement. Alors, absolument, il y a un blocage à ce niveau-là. Oui, il y a un blocage à ce niveau. Mauvaise volonté affichée par le gouvernement. Parce qu'on ne peut pas nous parler d'une question financière ici qui peut nous amener aujourd'hui à des soucis. Parce que moi, je parle aujourd'hui en tant que Guinéen. Ceux qui sont à Conakry aujourd'hui, je ne dis pas ceux de l'intérieur. Mais aujourd'hui, tout le monde a peur à Conakry ici par rapport à ce qui nous attend dans la semaine-là. On a vu déjà sur certains sites où Selouda Ndiaye a demandé à ses militants de se retenir de ne pas aller dans les bureaux le lundi. Vous voyez déjà, qu'est-ce que ce problème de chronogramme des élections présidentielles va nous amener dans les jours à venir. Donc il faut dire ce qu'il a dit. Si c'était une question financière qui a fait rétablir les élections là, jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé. C'était une des raisons. L'autre que vous venez d'avancer, moi je ne tiens pas ça. Quand vous demandez qu'on a besoin de 300 combien de magistrats pour... On va emprunter. C'est l'État. Pourquoi vous avez appelé l'extérieur? Notre invité est là, on lui pose des questions. Ils ont appelé un expert malien qui est venu, écoutez-moi, parce qu'on ne peut pas dire que les élections ne peuvent pas se tenir en Guinée, parce que nous n'avons pas 360 combien de magistrats. Votre question, Moussa Tatapourou Diawara. Moi, ma question, c'est surtout... Votre question, à mettre... Pendant tout ce temps, vous-même, vous avez dit que à la sortie des élections législatives, il avait été dit d'organiser les élections communales. Bien sûr. Les 6 mois prochains. Avant les 6 mois, oui. Juridiquement, vous étiez là-bas. Oui. C'était un accord entre vous ou bien c'était quoi? Non, c'est ça, c'est une décision de la CENI. Une décision qui n'a pas été respectée au jour où nous sommes. Impossible. Voilà. Nous avons perdu 12 mois. Oui, il a expliqué les raisons. Attendez. Pourquoi nous avons perdu 12 mois? Parce que pendant l'année 2014, nous étions en état d'urgence sanitaire. Il n'était pas question d'organiser d'élections. Nous avons perdu 12 mois. Oui, c'est difficile de comprendre tout ça. S'il vous plaît, moi je voudrais revenir toujours sur l'aspect technique, moi qui m'intéresse beaucoup. Oui. Et moi je suis content d'avoir en face celui qui était membre de cette commission technique qui a analysé ou débattu sur la faisabilité technique de la tenue des élections communales avant la présidentielle. Alors, on a appris que tout récemment, la CENI était à l'intérieur du pays pour le redécoupage électoral. On a appris également que le bulletin était... Non, mais la CENI a fait des communications sur ça. Le bulletin, la confection des bulletins, d'après les frondeurs, d'après la communication des frondeurs, c'était presque avancé. La confection des bulletins. Maintenant, on a appris également que le fichier a été toiletté. Le fichier avec lequel on devait aller aux élections a été toiletté. Vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, moi, je voudrais savoir techniquement, qu'est-ce qui ont été des facteurs entravants pour que les élections communales, avec tout ce que je viens de rappeler là, qui ont été faits d'après ce qu'on nous a dit, quel est le facteur entravant? Quel a été le facteur entravant pour ne pas qu'on organise les élections communales avant la présidentielle? Avec tout ce qu'on a rappelé là. Pour achever, en croire Lamine, plutôt Aboubacar Silla, le porte-parole de l'opposition républicaine, toutes les conditions étaient réunies même pour aller à ces élections locales le mois prochain ou dans 2 mois. Vous voulez me poser la question de savoir s'il est possible de tenir... Techniquement, dites-nous, qu'est-ce qui restait à faire et qu'on ne pouvait pas faire dans le délai imparti? Il y a un élément qui est essentiel, qui est incontournable. Notre loi électorale veut que, avant chaque élection, qu'on révise le fichier électoral. Soit à la fin, soit dans le dernier trimestre de l'année précédente. Oui, ça c'est la révision. Mais les accords ont dit, permettez-moi, excusez-moi de vous rappeler cela, les accords. L'un des accords, le dernier accord. Suivez. Je veux juste nous rappeler que le dernier accord nous dit qu'il faut aller aux élections avec l'ancien fichier, aux élections communales. Absolument. C'est aux élections... Je n'ai jamais vu mais moi, je ne sais pas quel est l'accord que vous avez... J'ai sous la main l'accord du 3 juillet. C'est ce que je sais, qui est un accord, d'ailleurs, que nous considérons comme international. Mais en dehors de ça, je n'ai aucun accord. Mais alors, juridiquement, vous êtes Guinéen, on est tous dans ces pays. Comment pouvez-vous apprécier aujourd'hui la légitimité des communes où les
délégation spéciale. Voilà, parce qu'on dit, la loi est claire sur là-dessus. Une délégation spéciale est mise en place en Guinée pour 6 mois. Pour 6 mois. Renouvelable une fois. Mais nous voyons aujourd'hui que la plupart des délégations spéciales qui ont été mises en place sont gérées ou dirigées par la mouvance présidentielle, même dans les communes où... Vous ne pouvez pas l'affirmer. Hein. Non, mais je peux l'affirmer. Non. Je peux l'affirmer. Comment vous pouvez l'affirmer? Oui. J'appartiens à une institution républicaine qui n'est pas une institution consultative. C'est une institution de décision. Je suis un arbitre. Que la foule descende sur le tarmac, le terrain, interrompre le match ou pas. Si les règles me demandent de prendre une décision, je la prendrai. Oui, mais vous savez que l'arbitre peut arrêter un match, justement, parce qu'il y a des violences. Nous n'avons pas cette compétence, malheureusement. Non, mais attendez. Nous n'avons pas cette compétence. Ce que je veux vous faire remarquer. La décision, vous l'avez prise. Est-ce que nous ne pouvons pas ne pas appliquer la loi. Vous ne faites appliquer la loi. Nous ne pouvons pas ne pas appliquer la loi. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui empêche l'organisation de ces élections communales, locales, lorsqu'on sait que, disons, parce qu'aujourd'hui, ceux-là qui avaient des mandats, ils ne sont plus très nombreux, c'est tout au plus une dizaine sur l'ensemble du territoire national. Ceux-ci-là, les mandats sont obsolètes depuis bien des années. Quant aux délégations spéciales, elles sont devenues non seulement illégitimes, mais puis même elles sont illégales et elles sont illégitimes. C'est pourquoi Lamine, je vous disais, ne fait pas l'autruche quand c'est l'administration actuelle qui a choisi l'ensemble de ces délégations spéciales. Alors peut-être qu'il faille faire aujourd'hui une chose, que l'ensemble de la classe politique aujourd'hui s'asseye. S'il faut aller au présidentiel avant les communautaires, peut-être que la solution serait que le pouvoir accepte de renégocier la composition purement et simplement aujourd'hui de l'ensemble de cette délégation spéciale. En ce moment-là, pour qu'au moins il y ait une quiétude. Parce que lorsque l'opposition demande à ses militants, c'est-à-dire à une partie de la population, n'allez pas vous adresser à ces maires-là. Moi, par exemple, vous savez, moi je dois me marier devant un maire bientôt. Lorsque vous me dites n'y allez pas, d'accord? Lorsque vous dites aux Guinéens, n'y allez pas, parce qu'ils n'ont pas la légitimité, ils n'ont pas la légalité, c'est un problème. On ne peut pas fermer les yeux quand même sur un tel danger. Alors, est-ce qu'en tant que commissaire, vous ne savez pas... Pour rebondir sur l'analyse de Mohamed Mara, sur un point purement de légitimité, étant donné le fait que les maires ou les présidents des délégations, il n'y a pas eu d'élection, en tout cas communale en Guinée depuis 2005. Est-ce qu'il n'y avait pas impératif, il n'y avait pas urgence à organiser avant les élections communales plutôt que l'élection présidentielle? Monsieur. Sur le plan de la légitimité. Monsieur Mara, vous m'enlevez complètement dans mon domaine. Et quand je ne suis pas dans mon domaine, je me perds. Oui, mais vous êtes Guinéen quand même. Vous voulez que je m'exprime en tant que Guinéen ou je suis là en tant que commissaire de la CENI? Il est là en qualité de commissaire de la CENI. N'empêche que le commissaire de la CENI, n'empêche que les commissaires de la CENI sont choisis avant tout parce qu'ils sont des Guinéens. Ils sont des Guinéens. Voilà. Monsieur Kébé, vous ne pouvez pas me répondre à la place de Monsieur Kébé. Je suis au regret de vous dire ceci. Si vous m'aviez invité en tant que maître Kébé venir me prononcer sur ces questions-là, je vous aurais dit, messieurs, je décline votre invitation. J'appartiens aujourd'hui, après mon serment, à une institution qui m'a délégué à venir parler à son nom. En tant que Guinéen, le jour viendra où je pourrais m'exprimer en tant que Salif Kébé. Là, je le ferai. Bien, oui ou non, techniquement, il était possible d'organiser, de tenir les élections locales avant... Impossible. Impossible. Alors, j'insiste là-dessus, impossible. Bien. De l'autre côté, quels sont les arguments juridiques qui plaident en faveur de ce chronogramme? C'est simple. Prenez l'article 28 du Code électoral, qui nous balise du début de nos activités jusqu'à l'élection présidentielle. C'est justement là le problème. Parce que nous avons en face 2 élections. L'une est complètement cadrée, réglementée par les textes. Tout à fait. L'autre, non. Mais, quelle que soit notre volonté d'organiser les deux, nous nous butons toujours sur le même problème. Le temps qui nous est imparti aujourd'hui est très peu. Le fait que nous ayons perdu l'année 2014 continue toujours à jouer sur nous. N'oubliez pas que ces élections devaient être organisées depuis 2010. Par la contingence politique, nous avons traîné jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je vous dis encore,
que ceux qui continuent aujourd'hui à dire que la CENI ne joue pas son rôle, c'est eux-mêmes, les politiciens, les acteurs politiques qui devaient travailler avec nous, qui sont à la base de tout ça. Mais ils ont les représentants là-bas quand même parmi vous. Ils n'ont pas de représentants. Ils ont choisi des Guinéens qui siègent là-bas. Et ils continuent à siéger. Bien. Oui, mais l'autre question vient de nous rappeler deux personnes qui ont fait... Non, à partir du moment que... Ils n'appartiennent plus à leur parti politique. Du moment où ils prennent... Moi, je ne sais même pas à quel moment cela est arrivé, parce que j'ai passé la moitié de la journée aujourd'hui en réunion avec ces personnes. Bien sûr. L'autre question... L'autre question, avant que Monument pose sa question, l'autre question, y avait-il moins ou pas de coupler ces élections, la présidentielle et les locales? Aucunement. Financièrement. Je ne sais pas, mais les finances municipales pas le DAF. Pourquoi ne peut-on pas les coupler? Pourquoi? Ces deux élections qui sont dans le même canevas juridique, mais qui sont antinomiques. Expliquez-nous. L'élection présidentielle, le territoire, c'est le territoire national. D'accord. Qui obéit à un certain nombre de déploiements. L'élection communale a un territoire un peu plus local, qui est organisé par nos démembrements. Mais vous n'oublierez pas que l'élection présidentielle aussi est dirigée par les mêmes techniciens à la base. Ailleurs, ça s'est fait. On a vu le Kenya organiser la loi a tracé dans ces pays-là des canevas qui leur permettent d'organiser des élections au même moment, le même jour. Mais nous, nos lois ne sont pas pareilles. Oui, mais attendez, quelles sont les lois en Guinée qui pourraient les interdire? Parce que la loi ne l'interdit pas non plus. Aucune loi ne les interdit. Alors pourquoi l'application de la loi concernant la présidentielle ne permet pas qu'une autre élection soit organisée. Quand une loi dit qu'avant chaque élection, il faut faire la révision des listes électorales. Vous voulez qu'on fasse deux révisions au même moment? Voilà des causes de blocage. Donc, au stade actuel, il y a aucun moyen en Guinée de faire un couplage des élections. Si on se réfère à la loi. Le seul moyen, c'est le moyen législatif passé par l'Assemblée nationale pour revoir tout ça. Ou un accord politique. Même l'accord politique va nous rendre la vie impossible. L'accord politique va nous rendre la vie. Oui, mais moi je voudrais, si le mandat des délégations spéciales sont obsolètes, comme le rappelait tout à l'heure Mohamed, c'est pas la CENI. C'est pas la CENI. La CENI fixe un chronogramme, l'application de la CENI. Nous sommes dans un débat où nous sommes censés quand même nous référer par rapport au cas, aux situations qui vont ensemble. D'accord. Parce que tous ces problèmes-là aujourd'hui, c'est cette délégation spéciale-là. Ce n'est pas une question de l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas la CENI qui a nommé la délégation spéciale. Les opposants n'ont pas dit que l'élection présidentielle ne peut pas se tenir en octobre. Ils contestent les délégations spéciales mises en place par le gouvernement. C'est là où se trouve le problème. Bien. On va le laisser poser sa question. Allez-y. Et la solution n'est pas la CENI. Non, pas du tout. Loin de la CENI. Qui doit organiser les élections? C'est ce que vous avez dit. Monument. Oui. La solution n'est pas la CENI. Loin de la CENI. C'est l'affaire, le problème. C'est vrai qu'on peut reprocher à l'État de ne pas organiser les élections depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé, les communales, comme cela a été prévu dans les accords de Ouaga. Alors, ça, c'est pas la CENI. Donc, la CENI, moi, je me suis pas la main dans la mesure où la CENI demande à l'État de mettre les moyens à sa disposition pour ce pourquoi on est là. Moi, je voudrais vous demander, aujourd'hui, on a écouté, la CENI était le jeudi devant la presse pour expliquer les bien fondés de sa décision. Le vendredi, les frondeurs étaient devant la presse, les mêmes journalistes, pour se soustraire de la décision qui a été prise par la CENI à Kindia, pour insinuer une certaine main noire qui serait derrière la prise de cette décision. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle une déchirure, ou ce n'est pas un éclatement éventuel de la CENI, de l'institution qui profile à l'horizon? Vous n'en craignez pas, un éclatement de la CENI, je ne vois pas. Je ne vois pas, dans la mesure où la plénière engage la CENI, le président est l'ordonnateur, est l'unique ordonnateur de la CENI, et les commissaires n'engagent que leur
propres responsabilités. Je ne vois pas en quoi une déclaration de désolidarisation d'un commissaire puisse provoquer l'éclatement de la Mais quand on est dans une institution, on doit obéir aux principes, au règlement de cette institution. Vous étiez à la conférence de presse? Qu'est-ce qui est prévu? Vous étiez à la conférence de presse? Non, je n'étais pas à la conférence de presse, mais oui. Non, nous avons des reporters sur le terrain qui étaient à cette conférence. On pose la question à ce niveau, quoi. Voilà. Donc moi je voudrais savoir avec ce que nous sommes en train de vivre, est-ce qu'il y a des règlements à l'intérieur de la CENI qui interdit aux commissaires des actions ou des agissements, je ne veux pas dire agissements, c'est péjoratif, voilà. Mais oui, des sorties de ce genre. Voilà, je voulais poser la question. Est-ce que les commissaires ont dit représenter la CENI, ou est-ce que les commissaires, quand ils faisaient leur déclaration, ont dit qu'ils venaient en leur propre nom? Bon, à savoir s'il n'y a pas de règlement pour... le règlement intérieur est là pour parler de ces questions. Comprenez? L'échelonnement des sanctions et tout. Mais je ne vois pas en quoi une déclaration puisse encourir des sanctions. Alors, venons-en aux conséquences politiques maintenant de cette décision, de ce chronogramme. Beaucoup d'observateurs estiment que c'est un chronogramme de la discorde qui a déjà provoqué beaucoup de bouillonnement sur l'échiquier politique. Vous avez écouté certaines sorties venant des leaders de l'opposition qui sont fermes, qui menacent de se retirer, de retirer les 49 députés qu'ils ont à l'Assemblée nationale, de ne plus reconnaître la CENI à laquelle vous appartenez, d'installer des délégations spéciales parallèles et de reprendre la rue. Est-ce que vous craignez que votre décision soit une grosse menace pour la paix en Guinée? J'ai foi que mon institution a collé une fois encore au texte que les velléités politiques des uns et des autres amènent les populations de notre pays à la rue ne peut pas être un motif d'inquiétude pour moi. Je crois que j'ai fait mon devoir, que chacun fasse son devoir et on verra clair devant. Je ne suis pas inquiet. Ce qu'il fallait dire aussi de l'autre côté, il faut quand même rappeler à l'opposition de faire un peu une rétrospection par rapport aux événements passés. Nous sommes Guinéens, nous savons combien de fois nos manifestations coûtent. La perte en vies humaines, les commerçants, les boutiques pillées du côté de Madina et dans d'autres lieux. Moi, je crois qu'il faut trouver une autre solution cette fois-ci. Aller vite au dialogue pour trouver une solution. Parce que là où nous sommes, tout le monde est inquiet à Conakry. Il faut le rappeler. Nous sommes là, nous n'avons pas là où aller. Et ce problème, la tension que nous avons constatée depuis l'annonce de cette date de l'élection présidentielle fait peur tout le monde. Bien, voilà l'inquiétude exprimée par Moussa Tatakourou Diawara. Alors, on continue le débat. Oui, et moi, le problème maintenant, mon inquiétude, c'est de savoir est-ce que la CENI peut tenir cette date. C'est-à-dire que est-ce que les élections, comme prévu par la CENI, le premier tour, le 11 octobre, la CENI pourrait réellement tenir la date, parce qu'on a des précédents. On a des précédents qui nous amènent à douter de la réalisation de ce chronogramme. Est-ce que vous avez pris compte de tous les... Camara, il y a eu beaucoup de dates qui ont été annoncées qui n'ont pas pu est-ce que vous avez tenir la route? Vous avez tenu compte de toutes les contingences liées à la faisabilité de ce chronogramme, à la réalisation de ce chronogramme? Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait que qui parle de chronogramme parle de temps. Nous avons réparti nos activités en fonction du temps qui nous est donné. Vous les avez déroulés dans le temps? Déroulés dans le temps. S'il n'y a pas de couac, si par exemple la révision des listes qui doit commencer à la mi-avril n'a pas de glissement, nous n'avons pas à nous inquiéter. Si tout se passe comme il se doit, comme prévu, nous n'avons pas à nous inquiéter. Pourquoi ça ne doit pas se passer comme prévu? C'est une question assez importante. Si tout se passe comme ça se doit. Ça va se passer. Parce que alors vous avez pensé, au facteur Ebola en élaborant ce chronogramme.
est-ce que vous avez estimé que Ebola pourrait continuer de sévir dans notre pays? C'est pas une malédiction pour mon pays, jusqu'à très loin. Si par malheur, Ebola devait survenir et qu'il y ait l'acte pris par le chef de l'État pour dire que l'état d'urgence sanitaire va continuer, nous serons obligés d'interrompre ce programme. Parce qu'on n'a pas intérêt à envoyer... C'est prévu? Vous avez fait... Non, mais ça va de soi. Tout ce que nous faisons, le recensement électoral, la révision qui va commencer. J'étais le président de la commission d'organisation jusqu'à présent, même du comité de pilotage de cette révision. J'ai exigé de l'opérateur qu'il mette des kits Ebola et que nous allons payer. Tout ça, c'était tenir compte de cette situation. Mais si la situation épidémiologique continue, nous serons obligés d'arrêter. C'est vrai qu'il faut se projeter dans le temps. Si jamais ça se poursuivait, l'épidémie Ebola, qu'est-ce qui va se passer dans le cas de figure où vous ne serez pas donc à mesure de tenir l'élection présidentielle à date, en octobre? C'est une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer sur le plan de la légitimité de la fonction du mandat du président de la République? Ça se passe ailleurs qu'à la CENI. Ils vont prolonger. Il y a la prolongation. Ce n'est pas la CENI qui prolonge, mais ça va se passer ailleurs. Oui, c'est ça que je dis à moi, car peut-être il y a une prolongation. C'est des discussions politiques qu'il faut engager. Oui, bien. Alors nous n'avons plus que 2 minutes. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quel message à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent un peu partout à travers le monde? Quel message vous avez à délivrer à leur intention ce soir? Moi, ce que je peux dire aux uns et aux autres, c'est que, étant membre de la CENI, commissaire à la CENI, et technicien à ce niveau, je pense que nous avons respecté intégralement les lois de notre pays qui vont dans le sens de ces élections. Que tout le monde aille avec sérénité, que les discussions qui doivent s'organiser, parce que j'ai omis de dire quelque chose, c'est que ces chronogrammes sont des prévisions que nous devons repartir à tous les partis politiques, à tous les acteurs, guinéens comme étrangers, qui vont se prononcer là-dessus. Ce retour de flamme va nous permettre d'affiner nos positions. Donc, ça pourrait vous amener à changer quelque chose à ce Il est possible. Il est possible de les changer. Même la date? Mais tout le monde doit se prononcer sur la question d'abord. Tout le monde doit se prononcer là-dessus. Parce que nous n'avons ni l'apanage de fixer l'opportunité des élections, ni de fixer la date. Nous proposons techniquement ce qui est possible. Il faudrait-il que le chef de l'État convoque le corps électoral? C'est à lui de le faire. Ça, c'est son domaine réglementaire, son domaine légal. On n'est pas Donc vous nous rassurez que, sauf cas de force majeure, l'élection présidentielle, en tout cas le premier tour, se tiendra le 11 octobre. Et les communales dans le premier trimestre de 2016. Oui. Et là-dessus, il va falloir réviser encore le fichier électoral. Il va falloir réviser le fichier électoral. Peut-être il va falloir prendre des actes sans lesquels les communales ne peuvent pas avoir lieu. Le nombre de conseillers par commune n'est pas connu. Le nombre de populations par circonscription dans les communes n'est pas connu. Nous attendons le résultat du recensement général de la population. Tout cela doit venir, soit un décret ou un arrêté qui doit intervenir. À partir de quel arrêté nous saurons combien de conseils il faut élire par commune. Sans ces données-là, il n'est pas possible de faire l'élection communale. Donc c'est possible que la commune de Sigiri, il n'y ait plus de conseillers là-bas par rapport à Madiana pour une question de population. En fonction de la population. En fonction de la taille. De la taille des circonscriptions électorales. Vous confirmez, toute dernière question, vous confirmez que Gemalto a été entériné et que c'est cet opérateur qui va conduire le toilettage du fichier électoral en vue de la présidentielle? C'est cet opérateur qui va conduire le toilettage du fichier. Le contrat a été signé et entériné, enregistré légalement. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, M. Kébé. C'est à moi de vous remercier. Monsieur Amadou Salif Kébé, donc directeur du département juridique de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Il était notre invité pour nous expliquer les tenants et aboutissants de ce chronogramme qui a été décidé depuis Kindia en milieu de la semaine. Merci à vous, M. Kébé, d'être passé. Merci, Mohamed Mara. Merci, Moussa Tatakourou Yawala. Merci, Lamine Moïma. Merci à vous, chers techniciens, cadreurs et monteurs. Merci à vous, téléspectateurs,
qui nous regardez depuis Mandiana. Merci pour l'écoute, pour l'attention. Au revoir, portez-vous bien. À la semaine prochaine.